Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de dresser ensemble un premier bilan de l'assurance vie en 2021. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Bonjour Marion Dewagener. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir de recevoir également Maxime Camus. Bonjour Maxime Camus. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et directeur général de Grisby. Donc on va se poser la question ensemble pendant une quinzaine de minutes des tendances sur l'assurance vie en 2021. Peut-être que ça nous donnera quelques pistes pour comprendre un petit peu comment la façon dont sera vécu ce placement en 2022. On peut peut-être commencer par la collecte. Marion Dewagener, vous avez une idée du niveau de collecte en 2021 sur l'assurance vie ? Oui, absolument. Alors 2020, c'est une année exceptionnelle pour l'assurance vie, après des années un petit peu en demi-teinte, surtout 2020 avec le Covid. D'accord. La collecte, ce qu'on appelle la collecte brute, c'est-à-dire le montant versé par les épargnants en assurance vie, c'est 150 milliards à peu près en 2021. Et si on tient compte du fait que certains épargnants, pendant ce temps-là, retirent de l'argent, en net, on est autour de 24 milliards d'euros, sachant que l'an dernier, on était sur une collecte nette négative, c'est-à-dire qu'il y avait plus de sorties que de rentrées. Donc ça veut dire que là, on a recommencé à épargner sur cette année 2021 sur ce produit qui est l'assurance vie. Exactement. Alors, on n'a pas les chiffres complètement définitifs, mais on voit que visiblement les comptes courants et les livrets ont continué à profiter. Mais on a une vraie inversion de tendance sur l'assurance vie en 2021 et avec par ailleurs quelque chose d'assez contrasté entre la collecte sur les fonds euros et la collecte sur les UC, mais je pense qu'on y reviendra. Alors, on va reparler effectivement des différents choix d'allocation. Tout d'abord, même question, Maxime Camus, vous avez vu, vous également, ce retour sur des produits d'épargne des investisseurs parce que, effectivement, moi, j'entendais très régulièrement que j'avais jamais eu autant d'épargne sur les comptes en banque des Français. Et là, ça continue, du coup, même encore en 2021. Ça a continué l'année dernière ? Oui, ça continue. C'est vrai qu'au niveau français, la collecte est très, très élevée en 2021 et beaucoup plus important qu'en 2020. Nous, à notre niveau, chez Grisby, ça se passe bien chaque année. 2021 était un très bon cru et on a fait 50% de croissance par rapport à 2020. Donc effectivement, l'épargne est présente. L'assurance vie reste un produit phare. Mais effectivement, ce qui est intéressant, au-delà de la collecte brute, c'est de voir comment les épargnants investissent en 2021 et la tendance qui va perdurer en 2022 et dans les années à venir. Bon, alors du coup, on va parler un peu des différentes façons dont on investit une fois qu'on est donc du coup investi sur son contrat d'assurance vie. On a un certain nombre de taux de fonds en euros qui sont tombés. On a le taux de l'affaire, par exemple, qui est tombé 1,70%. Je lisais qu'en moyenne, les taux des fonds en euros, c'était plus 1,1%. Donc le taux de l'affaire est un petit peu au-dessus. Marion Dewagener, ce fonds en euros, du coup, il se défend bien encore en 2021 ou il se voit grignoter des parts année après année ? Alors, il se défend de moins en moins bien. D'accord. Et c'est une tendance qui va s'accélérer. Si on regarde un petit peu la tendance globale suite aux communications des assureurs sur leur taux de PB, sur leur participation aux bénéfices, on a en gros 0,10% de moins en moyenne que l'an dernier. D'accord. Alors même que le rendement de l'actif des assureurs a plutôt baissé de 0,25%. Donc ça veut dire qu'au global, les assureurs amortissent encore la baisse des taux. Mais si on regarde, il y a des stratégies assez différentes. Il y a certains assureurs qui ont été jusqu'à augmenter le taux d'intérêt de rendement des fonds en euros, d'accord. Ce qui paraît comme assez court-termiste quand même quand on voit la dynamique des taux. Et pourquoi ils le feraient ? Parce que en fait, il y a une telle demande toujours, ou en tout cas d'investisseurs investis depuis longtemps qui ont du mal à comprendre que cette promesse est moins réelle aujourd'hui. Donc ils se disent on va essayer de les garder, et on va continuer à maintenir un taux ou Alors c'est difficile à dire. Ça paraît un effet d'annonce, mais je voudrais pas m'avancer. Plus globalement, les assureurs ont fait le choix de continuer à baisser les rendements du fonds euro. Et puis on voit quelques assureurs, alors voilà, je représente l'assureur Alliance, mais c'est pas que Alliance, c'est vrai chez AXA, c'est vrai chez Generali, qui ont shifté et qui du coup proposent à leurs assurés de venir sur des fonds euros nouvelle génération. Chez Allianz, c'est le fonds euro fidélité. Chez d'autres, ce sont des fonds euro croissance. D'accord. Et là, avec une vraie distinction de rendement pour aider les assurés à aller vers des nouvelles générations de fonds euros qui gardent une partie garantie, mais qui s'inscrivent dans la durée, puisqu'un fonds euro croissance, le principe, c'est que c'est une garantie au terme. Sur un fonds euro fidélité chez Allianz, il faut rester 5 ans
pour avoir le bénéfice du fonds euro. C'est ça, c'est qu'on n'a plus la même liquidité que sur les fonds euros classiques. Mais du coup, ça permet de servir des rendements un peu meilleurs que sur un fonds complètement liquide en 2021 ou 2022. Exactement, c'est vraiment le principe de se dire qu'entre la solidité, enfin la garantie, la liquidité et la performance, on ne peut pas avoir les trois en même temps. Et donc, on relâche la contrainte sur un des items. Alors, on reste un peu sur ces fonds en euros. On va peut-être reparler des fonds euro croissants. Juste avant, Maxime Camus, moi, j'aimerais vous entendre sur ces taux des fonds euros. Donc, 1,1% en moyenne. Donc là, on comprend que si on met en regard d'une inflation plus élevée, on perd de l'argent sur ces contrats d'assurance vie. Mais quand je vois le taux de l'affaire à 1,70%, je me dis... Il y a encore des fonds en euros qui servent des performances qui sont pas si mauvaises. Est-ce que c'est un effet d'optique ou comment comprendre ce taux affiché par rapport à cette idée globale que le fonds en euros s'érode d'année en année ? Alors déjà, effectivement, ce qu'il faut retenir, le rendement moyen, c'est 1,1% en 2021. Et il y a un bel exploit que j'ai vérifié, c'est que ça fait 20 ans que le fonds en euros ne cesse de baisser chaque année, en moyenne, le rendement. Okay. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a 20 ans, en 2002, il était 4 fois supérieur à celui de 2021. Donc déjà, c'est un bel exploit. Mais ça s'explique, il y a de vraies raisons. Non, mais c'est important de le rappeler, effectivement. Il faut qu'on ait un peu de hauteur et un peu de recul par rapport à l'historique. Et effectivement, on a divisé par 4 en moyenne, en moins de 20 ans, le rendement moyen du fonds en euros. Au-delà du rendement moyen, il y a effectivement une grande diversité. Il y a des fonds en euros qui proposent en 2021 un rendement inférieur à 1%. Et puis, il y en a certains qui sont supérieurs à 1,5. Il y a le taux de l'affaire. Nous, on a un taux sur Avenir Opportunité qui a fait 1,80. On en a d'autres qui ont fait plus de 2%. Donc même le plus de 2%, ça existe. Mais c'est rare. Et effectivement, la tendance veut que ce rendement moyen, et quel que soit finalement le fonds, le rendement moyen du fonds euro va continuer à baisser en 2022 et dans les années à venir. Donc, l'inflation est repartie, vous en avez parlé, c'est 1,60% en 2021. Donc si on prend un rendement d'un fonds euro net de fiscalité, y compris les meilleurs, c'est très compliqué de gagner de l'argent quand on le met au regard de cette inflation. Donc ça permet de sécuriser, ça a cette vertu-là, et on a de la chance d'avoir encore des fonds en euros. Néanmoins, si on veut gagner de l'argent dans la durée, il faut prendre du risque. On l'entend depuis de nombreuses années, mais là, effectivement, ça rentre dans les esprits et ça commence à se matérialiser. Alors ça fera peut-être le lien justement avec les fonds euro-croissance, si je te parle d'euro-croissance de manière globale. Quand on va chercher du 2% sur un fonds en euros, il y a pas que du fonds en euros dedans, il y a un peu d'obligation également pour dynamiser tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les assureurs se permettent de dynamiser une partie de leur investissement, de diversifier leur investissement pour apporter des taux supérieurs au taux de 1,1%. Et donc ça, c'est pas les unités de compte, on reste dans les fonds en euros, mais là-dedans... sont les fonds en euros sur lesquels le capital est garanti. Mais effectivement, depuis quelques années, les règles liées aux fonds en euros évoluent. Donc on a l'attractivité ou l'accessibilité de ce fonds en euros qui diminue d'année en année. Il y a plusieurs caractéristiques qui font que ce fonds en euros est moins simple à comprendre et moins accessible. Il y a souvent des contraintes d'unités de compte dans lesquelles il faut investir pour accéder au fonds en euros, et ça date de quelques années. Puis il y a de plus en plus de créativité autour du fonds en euros. Il faut bien comprendre avant d'investir effectivement les règles pour accéder à tel ou tel fonds en euros. Alors Marion Dewagener, on reste sur ce fonds en euros avant d'élargir aux autres décisions d'allocation. Donc aujourd'hui, le fonds en euros traditionnel, on a bien compris que même si il y a des disparités au sein des taux en 2021 ou même sur les années précédentes, donc le taux baisse d'année en année. Donc la décision, c'est ce que vous nous disiez un petit peu tout à l'heure, où la créativité, c'est d'aller chercher non plus des fonds en euros, mais des fonds euro-croissance ou quel que soit le nom qu'on leur donne, où là, en fait, on va enlever une partie de la liquidité promise par les fonds en euros, mais ce qui va permettre d'aller chercher un peu plus de performance, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, vraiment, l'idée, c'est de se dire que quand on regarde les fonds euros traditionnels, la baisse du rendement, elle est absolument inéluctable et pas du tout soutenable. Et donc, du coup, il y a un chemin intermédiaire entre le fonds euro classique et la partie en unité de compte à travers ces fonds euros nouvelle génération qui, en l'échange d'un investissement qui s'inscrit dans la durée, permet à l'assureur de faire des investissements de plus long terme et donc implicitement permet de dégager plus de performance pour l'assuré. Alors ça, c'est pour le fonds en euros, mais on n'investit pas que en euros dans son assurance vie, c'est un peu ce que vous nous dites depuis le début. Du coup, dans quoi est-ce qu'on a investi d'autre en 2021 ? Peut-être on continue avec vous, Marion Dewagener. Alors finalement, sur 2021, on a des investissements
classique en unité de compte sur des obligations ou des actions cotées. Donc ça reste le gros de la collecte UC, avec la possibilité de déléguer la gestion à l'assureur, à un asset manager, ce qui permet du coup de ne pas avoir à se soucier des fluctuations et des choix d'arbitrage. Et puis on voit émerger aussi, et ça tous les assureurs ne le proposent pas forcément, mais des investissements en immobilier, en private equity, sur des fonds structurés qui permettent du coup d'avoir une poche de diversification et d'aller chercher de la performance un petit peu différente. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir finalement ces trois volets. Ces nouvelles unités de compte, même si ça fait un petit bout de temps qu'elles existent, mais en tout cas, on en parle de plus en plus en ce moment. Donc, il y a de plus en plus de connaissances sur cette possibilité d'investir donc, du coup, en private equity, en immobilier ou en produits structurés via son assurance vie. Ça a reçu un bon accueil des investisseurs. Il y a une vraie appétence dessus ou déjà qu'on leur dit vous arrêtez le fonds en euros, donc on va sur le côté action et c'est déjà très bien. Non, il y a une vraie appétence. Et puis l'intérêt de détenir ce type d'actifs dans un contrat d'assurance vie, c'est la dimension liquidité, parce que la caractéristique, que ce soit l'immobilier, le private equity ou des fonds structurés, c'est des produits qui sont intrinsèquement illiquides, puisque d'ailleurs c'est des actifs réels. Et la particularité d'être dans le contrat d'assurance vie, c'est que l'assureur assure la liquidité et qu'on peut quand même récupérer son argent, ce qui n'est pas vrai en théorie, à tout moment. Même investir en private equity quand on investit sur 15 ans dans une entreprise. Alors dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures, puisque la logique c'est d'être sur un investissement de long terme, mais si pour une raison ou pour une autre, l'épargnant souhaite récupérer son argent, c'est possible si l'assureur lui offre cette possibilité. Ce n'est pas forcément le cas de tous les assureurs, mais c'est une tendance. Maxime Camus, même question sur... parce qu'effectivement, donc traditionnellement, il y a l'assurance vie, fonds en euros, unité de compte. Bon, très bien. Donc en fait, dans l'image d'Épinal, j'aime beaucoup cette expression ce matin, on a, entre guillemets, les obligations d'État d'un côté et les actions sur les marchés cotés de l'autre. Alors qu'en fait, non, dans les unités de compte, il y a beaucoup plus que ça. Et il y a... plus de créativité ou en tout cas plus de diversification puisqu'il y a du private equity, des produits structurés. On peut même parfois trouver des crypto-monnaies. Après, il faut trouver les fonds sur lesquels investir ou de l'immobilier. Qu'est-ce que vous constatez chez Grisby ? Ces différentes unités de compte supplémentaires par rapport aux actions, aux investissements sur les actions cotées, c'est quelque chose qui est connu et qui est demandé ou ça reste à la marge aujourd'hui ? Vous avez employé le bon mot, c'est diversification, c'est le mot le plus important dans notre profession, dans notre secteur. Il faut diversifier au mieux pour justement réduire le risque. Et l'offre en unité de compte s'élargit d'année en année. D'accord. Et effectivement, aujourd'hui, en tout cas nous chez Grisby, on en fait beaucoup. Ce sont notamment les unités de compte immobilières. Ça fonctionne énormément et globalement les fonds immobiliers cartonnent depuis quelques années et l'offre s'enrichit également d'année en année. On peut investir dans du résidentiel, dans du bureau, dans du commerce, dans du diversifié. Il y a plein de choses. Nous, on apprécie particulièrement les sociétés civiles immobilières parce que la structure de frais nous semble plus adaptée que les SCPI en assurance vie. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui cartonnent. Et pourquoi ça marche très très fort ? Parce que, notamment en immobilier, il y a un niveau de risque qui est maîtrisé. Il y en a un, c'est une unité de compte, le capital n'est pas garanti, mais le niveau de risque est maîtrisé. Il y a une volatilité qui est faible. Et donc, on a beaucoup de clients, d'épargnants qui abandonnent purement et simplement le fonds en euros et qui allouent une partie de leur qui remplace le fonds en euros par des unités de compte immobilières. Les caractéristiques ne sont pas identiques, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas la garantie du capital. Et puis quand on investit dans l'immobilier en général, même si effectivement on peut retirer son argent à tout moment, ça s'inscrit dans une logique de moyen-long terme. C'est tout à fait possible et au regard des performances réalisées par la plupart des fonds immobiliers, c'est beaucoup plus intéressant que le meilleur des fonds en euros en France. D'accord. Donc effectivement, il y a ce gap, c'est normal, il y a une prise de risque qui est différente aussi, mais il y a ce gap sur le rendement qui fait basculer beaucoup d'épargnants. En tout cas chez nous, c'est ce qu'on remarque, parce que les unités de compte aujourd'hui, globalement chez Grisby, ça représente plus de 50%, même plus de 60% d'une allocation d'un de nos clients. Donc le fonds en euros devient minoritaire. Ce qui n'est pas encore le cas au niveau national, parce qu'en 2021, c'était 39% de taux d'UC. Chez nous, c'est plus entre 60 et 70%. Et le fonds immobilier a vraiment énormément la cote. Bon, et alors, il nous reste quelques minutes. Je vous propose un petit match entre l'assurance vie et le PER, puisqu'on l'entend souvent on entend souvent sur ce plateau qu'on préfère l'assurance vie ou le PER. Alors déjà, petite question, on a parlé du rendement des fonds en euros, les rendements définitifs des contrats d'assurance vie, on ne les a pas encore aujourd'hui, on a des tendances quand même ou Marion Dewagener ?
Les clients là, vont les avoir ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est ça. Contrat, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans cette émission. Donc du coup, je reviens à mon match. Assurance vie ou PER, est-ce qu'il faut opposer les deux, Maxime Camus? Alors moi, je n'opposerai pas les deux. D'accord, ok. Non, mais c'est moi qui les oppose. Hein. Non, il y a une vraie complémentarité. Quand on bâtit son patrimoine, la première des choses auxquelles il faut penser, si on évoque les deux sujets, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, on a de la liquidité. C'est un produit qui est assez simple à comprendre et qui s'adresse à tout le monde, quel que soit son profil de risque, son horizon d'investissement. Donc c'est le produit, c'est vraiment le couteau suisse, c'est le produit qui est le plus utilisé. Donc il faut d'abord penser à l'assurance vie. Et le plan d'épargne retraite, le PER, peut être un investissement complémentaire pour certains profils, notamment les personnes actives qui ont un taux marginal d'imposition élevé et qui ont la capacité de bloquer l'argent dans la durée, qui peut être très intéressant, mais en complément de l'assurance vie. Marion Dewagener, il nous reste quelques secondes. Du coup, vous êtes d'accord avec Maxime ou... Absolument, il faut les deux. Le dispositif fiscal, la gestion financière, la souplesse et la simplicité, puisqu'on peut regrouper tous ces anciens produits retraite sur un PER. Donc, pas d'opposition entre assurance vie et PER. Merci beaucoup Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Merci également Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.